Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne. Exosquelettes sont-ils la solution contre les troubles musculo-squelettiques? Je suis Laurence, je travaille à la CARSAT Bretagne. Je serai modératrice pendant ce webinaire, accompagnée de Louise Aurin qui est en coulisses. Alors, nous allons passer 1 heure ensemble, 45 minutes de présentation, puis un temps d'échange pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Je suis accompagnée aujourd'hui par Christine Fernandez, qui est contrôleur sécurité et ergonome à la CARSAT Bretagne, Bonjour à toutes et tous. et par Justine Seppo, qui est responsable santé, sécurité, environnement France au sein de l'entreprise agroalimentaire Mère Alliance. Bonjour à tous. Alors, merci d'avoir accepté de vous joindre à nous pour ce webinaire. Pour le bon déroulement de la présentation, je vais vous donner quelques consignes. Alors, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur l'onglet Questions en bas à droite de votre écran. Les intervenants y répondront à vos questions à la fin du webinaire. Et vous pouvez aussi partager votre opinion via l'onglet Chat sans communiquer d'informations personnelles, s'il vous plaît. Et enfin, vous recevrez le lien du replay du webinaire par email dès la fin de la présentation, ainsi que le support de cette présentation. Je vais vous présenter maintenant le déroulé de la présentation et des interventions. Alors, dans un premier temps, la définition et des exemples d'exosquelettes. Ensuite, nous vous parlerons des TMS. Pour les TMS, les exosquelettes sont-ils la solution? Quelle méthodologie pour l'intégration des exosquelettes? Et nous terminerons par des exemples d'utilisation chez Mère Alliance. Je vais vous faire une petite présentation très succincte de la CARSAT Bretagne. Alors, la CARSAT accompagne les salariés et les indépendants dès leur entrée sur le marché du travail. Elle s'occupe des entreprises et du régime général en les aidant à prévenir les risques professionnels. Comment? En soutenant les employeurs dans la prévention des risques au travail et en accompagnant directement les travailleurs. Ensuite, la CARSAT continue d'être aux côtés des salariés, cette fois directement via le service social de l'assurance maladie. Ce service aide les salariés et les indépendants en cas d'arrêt de travail prolongé ou de difficultés liées à l'emploi. La CARSAT gère également le compte professionnel de prévention, une obligation légale pour les employeurs de déclarer les salariés exposés à des facteurs de risque spécifiques comme le travail de nuit par exemple. La CARSAT est également bien connue pour son rôle dans la préparation et le paiement des retraites des salariés bretons pour le compte de l'assurance retraite. Et enfin, l'action sociale de la CARSAT qui représente l'assurance retraite en région également et accompagne les seniors pour les maintenir en forme le plus longtemps possible. Je vais laisser maintenant la parole à Christine Fernandez de la CARSAT et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Laurence. Alors, sur la partie définition et exemple, donc les exosquelettes, comment les définir? Eh bien, ce concept d'exosquelette n'est pas nouveau. Il date, je dirais, des années 1960-70. Donc, un exosquelette est un système mécanique ou textile revêtu par le salarié et visant à lui apporter une assistance physique dans l'exécution d'une tâche par une compensation de ses efforts et ou une augmentation de ses capacités motrices. Donc, on est sur une augmentation de la force ou une assistance des mouvements. Donc, il fonctionne sur le principe d'une restitution d'énergie avec une mise en tension lors d'un mouvement, donc la flexion, et par exemple, et d'une restitution lors du mouvement inverse. Ils sont constitués de matériaux rigides de type ressort, élastique ou composite ou encore des matériaux souples. Certains exosquelettes sont robotisés, mais le plus souvent les technologies donc sont dites passives, donc non robotisées. Ce qui les définit vraiment spécifiquement est la contention, c'est-à-dire qu'ils sont revêtus par les opérateurs de part et d'autre d'une articulation. Alors,
Quelle différence entre un robot d'assistance physique et un dispositif donc d'assistance physique? Donc ces nouvelles technologies se divisent en 2 grandes catégories. Donc les robots, donc qui sont des robots guidés manuellement par l'homme, la partie bleue à droite, hein, et donc les dispositifs en vert là sont quant à eux non énergisés, donc non robotisés, et donc ils viennent donc assister les mouvements des opérateurs, comme on l'a déjà vu, sur une restitution effectivement d'énergie mécanique. Et donc les robots d'assistance physique et dispositifs d'assistance physique peuvent être avec contention. Il s'agit donc d'exosquelettes, hein, on voit sur la partie centrale. Et donc ils peuvent effectivement constituer, cette famille, dite exosquelette qui considère donc les membres inférieurs, le dos, les membres supérieurs ou le corps entier. Voilà, pour la petite, partie, définition. Là, on a mis effectivement un exemple de robot d'assistance physique. Il s'agit bien, d'un type donc de robot, un bras articulé, un robot collaboratif. Il est énergisé, donc on parle bien de robot, et il est sans contention. Là, on a un robot d'assistance du dos de type exosquelette, donc il est bien énergisé, mais avec contention. Et là, on a effectivement un robot d'assistance des membres supérieurs de type bras exosquelette. Pour les dispositifs d'assistance physique, on le voit effectivement ici, pas d'énergie, d'accord? On est sur du harnais de force au niveau central. À gauche, un bras articulé type, 0 le bras zéro gravité comme ce que vous pouvez avoir en entreprise. On a aussi, les ventouses, les équilibreurs de charge également, et à droite, on a un dispositif à ressort d'assistance des membres supérieurs, donc comme on peut le voir, avec contention. Ça, ce sont des exosquelettes. Alors, c'est un écosystème en pleine évolution et qui a d'ailleurs connu, effectivement, beaucoup d'améliorations et d'évolutions au fil des différentes années. On a divers modèles, on a des exosquelettes, rigides d'assistance du dos, textiles, mécaniques d'assistance de bras, des épaules ou encore l'assistance des mains effectivement, avec une diversité, d'acteurs. On retrouve les concepteurs, des intégrateurs, on a mis effectivement certains noms, mais la liste bien évidemment n'est pas exhaustive, et des fournisseurs, distributeurs, des loueurs de matériel aussi, les spécialistes de la mesure et de nombreuses thèses universitaires et travaux en lien avec la prévention et beaucoup de ressources documentaires sur ces exosquelettes qui ont fait effectivement, comment dire? Beaucoup de popularité effectivement, à l'époque. On a quelques exemples, par exemple, d'assistance, de dispositifs d'assistance physique, dos sur la partie, gauche. Et donc on peut voir le dispositif type Corfort. On a le dispositif, Laevo, on a, plusieurs exemples, plutôt sur des matériaux, textiles ou souples. Et à droite, on a effectivement, quelques exemples, d'exosquelettes pour effectivement, les membres supérieurs type Skelex, Pexo, donc développé par Autobox, Stronger, de Exos, Ergo Santé, et cetera. On pourrait effectivement mettre plusieurs diapos avec, des exemples sur des exosquelettes qui effectivement ont vu une amélioration constante au fil des différentes années, et notamment des retours d'expérience, d'entreprise. Donc voilà, vous les aurez effectivement dans le support qui sera mis à votre disposition. On a aussi des exemples de dispositifs d'assistance physique, membres supérieurs ou encore corps entier. À noter particulièrement, la main, le gant bionique Iron Hand qui fournit une assistance motorisée, notamment pour le port d'outils ou des outils type visseuse par exemple, et des travaux, qui engagent un peu plus la force effectivement, de la main. On a l'exo-push pour effectivement, le bitume, hein, donc pour les travaux publics, et voilà, encore d'autres exemples, et vous retrouvez, tous ces éléments effectivement dans le document, la note technique, et scientifique, 354 de l'INRS qui est également sur cette diapo. N'hésitez pas à la consulter pour avoir effectivement un panel, toutes les typologies d'exosquelettes. Alors,
Pour qui en fait, ces exosquelettes, quelles en sont les applications professionnelles? Eh bien, en fait, ça concerne toutes les entreprises de toute taille, tout secteur, notamment, logistique, automobile initialement, le bâtiment beaucoup effectivement, mais de plus en plus, on peut les retrouver dans le secteur du soin pour, effectivement, toutes les transferts des personnes, dans les établissements de soins. Alors elle concerne, qui? Bah, effectivement et quoi surtout? Hem, tout ce qui va être tâches de manutention, avec des postures contraignantes et pourquoi? Bien, on vient effectivement principalement, compenser une charge physique, et pour lequel il faut bien le dire, des situations de travail pour lequel, il n'y avait pas d'aménagement et pas d'automatisation possible. Ce qui signifie qu'on est déjà, sur des solutions un petit peu par défaut, dans le cas où effectivement on n'avait pas réussi à supprimer ces risques. Principalement au tout début effectivement des développements, on parlait plutôt en fait du dos ou des membres supérieurs. C'est principalement là en fait, qu'on peut retrouver les exosquelettes et ce à quoi répondent ces dispositifs d'assistance physique. On est bien sur une charge physique de travail pour de la manutention et des postures contraignantes. Alors, sont-ils la solution? Eh bien, je dirais que non, pas tout à fait, puisqu'effectivement, on peut effectivement, voir qu'ils répondent, à, des objectifs, de compensation de charges et notamment ils peuvent limiter les facteurs de risque, pour tout ce qui va, toucher la force physique. Et si on isole les facteurs de risque biomécaniques, seules les contraintes de force peuvent être soulagées par ces technologies. Donc, on voit que la répétitivité des gestuels ou encore les postures adoptées relèvent, eux, plutôt de l'aménagement de la situation de travail ou de l'organisation du travail, et notamment les cadences qui sont fixées effectivement par les entreprises. Donc on voit bien qu'on vient là répondre effectivement à une compensation pour une seule partie finalement des facteurs de risque biomécaniques. Se rajoute à ça des composantes psychosociales et organisationnelles qui, bien sûr, ne sont pas, du tout prises en charge par ces exosquelettes. Voire même, on peut avoir, une contrariété ou une annulation de l'effet bénéfique avec des effets non désirés sur l'appareil musculo-squelettique, tout ce qui va toucher à l'activité musculaire, les postures, l'équilibre et donc, tout ça va demander effectivement à être, étudié pour pouvoir faire un calcul bénéfice-risque. Comme on peut le voir là, en fait, on ils apportent une assistance spécifique et très localisée sur des tâches qui sont effectivement très circonscrites. Donc, par exemple, là, sur une assistance très localisée sur les épaules, on voit bien qu'on va assister, effectivement, les muscles de l'épaule, mais qu'on peut effectivement avoir un report sur, les lombaires, par exemple et avoir effectivement d'autres effets. Donc ça, ce sont des choses qui sont à considérer lors d'une démarche d'évaluation d'un exosquelette et c'est bien faire l'évaluation des risques à l'utilisation de ce type d'équipement et notamment déjà l'analyse de l'activité de travail, on va le voir après. Donc une évaluation des risques en distinguant effectivement les niveaux, les avantages et les contre-indications à ce type d'équipement qui est entre guillemets, j'utilise ce terme «monotâche» puisqu'effectivement on va répondre à une compensation d'un effort dans une tâche dédiée. On le voit bien là, c'est-à-dire qu'il peut répondre à des éléments en dynamique, en statique aussi, mais les angles du mouvement, la complexité de la tâche à réaliser devra être considérée et notamment aussi les caractéristiques en tant que telles de l'exosquelette avec son poids, la technologie utilisée ou les points effectivement de fixation et de contact. Donc cela signifie, pour, chaque, projet d'acquisition à bien se poser cette question et d'évaluer, dans la situation de travail, quel est le besoin et les performances même de cet exosquelette pour effectivement adopter, collectivement, heu, la typologie d'exosquelette en question. À noter également, 6 points de vigilance, hein et conséquences et risques qu'on peut y voir à l'utilisation de ces exosquelettes. On peut avoir par exemple, une modification, posturale, des inconforts au niveau de l'irritation aussi de la peau puisqu'effectivement, les points de fixation peuvent faire une pression sur effectivement, les articulations. Donc certaines activités réalisées à l'aide d'exosquelettes donc, peuvent exiger une attention, accrue et générer du stress.
Ils peuvent aussi, de par leur encombrement, leur structure et puis la modification aussi même du schéma corporel, entraîner des risques de collision, donc avec une tierce personne et puis avec des éléments de la situation de travail. Ils sont aussi susceptibles de modifier la perception des efforts, d'entraver les gestes et comme on l'a dit tout à l'heure, l'usage des exosquelettes peut modifier, pardon, la répartition des efforts et donc générer de nouvelles contraintes biomécaniques qu'il convient effectivement d'évaluer. Enfin, le poids de l'exosquelette, va effectivement augmenter, la sollicitation cardiovasculaire et va également élever la température corporelle. C'est à prendre effectivement en compte dans certaines activités, de travail. Donc, là aussi, tous ces points de vigilance sont à prendre en compte effectivement avant acquisition. Alors, important, comme on l'a vu, il y a plusieurs effectivement points de réserve. Il faut bien se poser, quelques questions et appliquer une méthodologie pour l'intégration des exosquelettes pour en garantir effectivement, la réussite, en tout cas. Donc c'est un projet, d'acquisition comme tout projet que vous pouvez mener en entreprise. Les questions à se poser, c'est bien, quelle est ma problématique? Qu'est-ce que je peux effectivement éliminer à la source comme risque ou ce problème en question? C'est-à-dire, par exemple, supprimer effectivement, les manutentions manuelles. C'est des choses qui sont effectivement à considérer, dans le cadre des principes généraux de prévention. C'est bien effectivement de chercher d'abord à la supprimer le risque avant d'équiper effectivement un salarié, d'un dispositif d'assistance physique individuelle. Enfin, on va se poser cette question aussi des moyens de prévention collective qui sont mis à leur disposition. Et puis se poser effectivement cette question-là, est-ce qu'ils peuvent convenir comme moyen de prévention individuelle? Alors qu'on le sait bien, l'utilisation de moyens individuels, peut être, sujette aussi à aléas et aussi à l'acceptation sociale, on va le voir un petit peu après. Donc, bien s'interroger en lien avec les principes généraux de prévention et une mise en œuvre de la démarche qui doit être participative, qui mobilise la direction et effectivement les acteurs, donc concernés, que ce soit salariés, vos instances représentatives du personnel et on va le voir aussi, le médecin du travail, et les préventeurs de l'entreprise. Alors, pour cette méthodologie, on a une structure au niveau de cette méthode, donc là, avec une première partie, d'aide à la décision, hein. C'est bien d'analyser, la charge physique de travail et de rechercher des pistes de prévention. Donc, les attendus, c'est bien identifier les situations qui peuvent bénéficier de solutions de prévention collective et organisationnelle en amont. Et puis d'identifier les tâches qui peuvent bénéficier d'une assistance physique spécifique si on n'a pas résolu le problème effectivement de la mesure de prévention collective, hein. Et donc si effectivement, on arrive après cette première étape, à se dire qu'effectivement l'assistance physique est nécessaire, il faut bien une validation collective des caractéristiques de l'exosquelette, hein, s'accorder sur celui qui est le plus adapté à la situation de travail pour effectivement se lancer dans un projet d'acquisition. On voit que sur cette, 2e partie, on aura donc une fois acquisition, une évaluation de l'interaction entre l'homme, hein, enfin et l'exosquelette et puis enfin un retour d'expérience. C'était une évaluation donc à l'issue, donc court, moyen et long terme sur l'usage de l'exosquelette sur la santé et la sécurité des opérateurs. Donc vous pouvez consulter cette méthodologie dans l'acquisition et intégration d'un exosquelette en entreprise, documentation qu'on vous met effectivement en lien, dans le chat et que vous retrouverez accessible via effectivement le support. Là, vous voyez un petit peu le détail, sur ces 3 phases. C'est important effectivement de se donner le temps vraiment de cette première phase, comme on peut le voir là, d'aide à la décision, où effectivement on a le choix, enfin cette première phase nous permet d'aboutir à un exosquelette potentiellement, adapté, avant effectivement, de mener une évaluation, de l'interaction, homme-exosquelette. Donc sur la caractérisation du besoin d'assistance, j'y reviens parce que c'est très important en fait et puis, Justine Sepeau pourra effectivement vous le décrire plus précisément après. Il faut véritablement avoir une compréhension fine de l'activité des salariés parce que si on ne répond pas effectivement aux besoins de l'activité, le risque est que, bah, cet exosquelette reste inutilisé dans un coin effectivement, de l'atelier, ce qu'on voit d'ailleurs souvent.
Et donc, il s'agit d'identifier les facteurs de risque, les déterminants de l'activité, rechercher les pistes de prévention. Ça permet d'identifier les tâches qui nécessitent l'assistance physique spécifique, et quelles sont les spécificités également de la tâche de travail, quels en sont les risques potentiels aussi, et bien sûr, il faut impliquer l'utilisateur final. Comme il s'agit d'un dispositif individuel, je vous encourage, vivement, à effectivement solliciter le médecin du travail pour vous assurer que d'une part, la personne effectivement, ne prend pas de risque pour sa santé en portant ce dispositif individuel. Et que, on peut effectivement, faire un suivi et une évaluation au cours de l'expérimentation et bien sûr après quelques mois d'utilisation. Sur la caractérisation, eh bien, on a effectivement une évaluation des apports et limites de la solution de l'exosquelette, pour aboutir à un modèle exosquelette. Là, on peut le voir aussi, vous le verrez, tout est détaillé dans les repères méthodologiques pour la sélection d'un exosquelette, documentation qui vous sera mis effectivement aussi, en lien. Sachant qu'effectivement là, la spécificité, c'est qu'on a un besoin de réglage, spécifique. On s'est aperçu qu'effectivement au fil des années, les exosquelettes demandaient, d'ailleurs plusieurs, effectivement, adaptations, soit en taille, soit effectivement en positionnement effectivement des points d'appui. Hem, on peut le voir là sur cette frise un petit peu du projet en tant que tel, puisque c'est un projet d'acquisition. On a bien d'abord une analyse de l'activité des salariés, une caractérisation du besoin d'assistance qui va effectivement constituer un vrai cahier des charges pour le concepteur. Hein, ça, c'est effectivement très important. Et puis une familiarisation et apprentissage, c'est-à-dire qu'effectivement, ce gros projet avec l'implication effectivement des salariés doit se faire sur effectivement le principe du volontariat, bien sûr, et avec des tests qui sont quand même, organisés et enfin arriver à une validation de la capacité intégrée qui va vous permettre effectivement de procéder à une évaluation, de l'utilisation de l'exosquelette. Quelque chose qui est effectivement très important, c'est, l'acceptation effectivement, sociale et cette acceptation donc c'est bien un processus psychologique qui détermine l'adoption ou le rejet d'une technologie. Il n'est pas effectivement à négliger. On voit que dans l'intégration de projets d'exosquelettes, ça représente effectivement une part importante effectivement de la réussite, du projet et surtout de la pérennité de l'utilisation des exosquelettes. Notamment, effectivement, est-ce que cet exosquelette, par exemple, me permet d'être plus, performant? Est-ce que je suis plus efficace? Est-ce que je gagne en vitesse, en qualité de travail? Surtout, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je me sens, gênée ou est-ce que, mes conditions de travail s'en trouvent dégradées ou au contraire maintenues? Ça, c'est des choses, effectivement à considérer. Est-ce que le ressenti de l'opérateur, est positif? Hein? C'est-à-dire que est-ce qu'il trouve agréable de travailler avec cet exosquelette? Est-ce qu'il est confiant ou est-ce qu'au contraire, ça va générer de l'anxiété ou du stress, de l'isolement? Parce qu'effectivement, on a un regard social de la part de ses collègues. Ça, c'est effectivement un élément, important à considérer. Les effets sur la construction de l'identité, professionnelle, est-ce que je développe de nouvelles compétences avec cet exosquelette ou est-ce qu'on me reconnaît, un peu mieux dans mon travail? Est-ce que je suis valorisée? Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis la perception aussi de la vie, des autres, ça on l'a dit, c'est très, très effectivement important. Je crois que c'est un point les plus importants, par rapport au collectif, de travail et si effectivement ces éléments sont sous-estimés, souvent on aboutit hélas à un rejet, immédiat, de la technologie. Donc des choses aussi qui sont importantes à prendre en considération, c'est tout ce qui va accompagner en fait, son utilité et la facilité à la mise en place. Est-ce qu'effectivement on a mis en place des formations, une information, des procédures? Est-ce que j'ai un référent? Est-ce qu'effectivement, quelqu'un suit le projet? Qui? Avec quelle fréquence? Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses en termes d'organisation sur, l'intégration de cet exosquelette, qui doivent être, écrites et puis, mises en place
On le voit aussi, je fais référence au questionnaire, le TF 274 de l'INRS, qui permet effectivement d'évaluer ces différentes dimensions, que nous venons de voir et qui jouent dans l'acceptation sociale effectivement de cette, technologie. Vous le trouverez également en lien, dans le chat. Donc vous l'aurez compris, en fait, cette démarche, elle est plus complexe, qu'un simple achat et un test comme ça un petit peu, je dirais à chaud. Hem et d'ailleurs, ce qui est vraiment souhaitable, si on veut s'assurer effectivement de la réussite, du projet, c'est que ce projet d'acquisition, il doit s'intégrer dans une démarche plus globale de prévention et notamment sur la partie, diagnostic de l'activité avec effectivement un plan d'action qui peut effectivement comporter, un exosquelette, mais parmi d'autres mesures de prévention. Là, vous voyez effectivement, une démarche de prévention des TMS, qui peut être familière effectivement pour certains avec, ces 4 étapes, et notamment effectivement la partie, diagnostic et projet d'acquisition sur cette troisième étape. Je laisse maintenant la parole à Justine Sepeau pour, retour d'expérience, chez Mère Alliance. Merci Christine. Donc effectivement, chez Mère Alliance, nous avons pu expérimenter la mise en place d'exosquelettes. D'abord, pour vous situer un peu qui nous sommes, donc nous sommes une entreprise française, premier fabricant français de spécialité de poissons fumés et marque de distributeur. Nous sommes situés à Quimper, vous l'avez compris, une entreprise agroalimentaire, c'est important avec les facteurs d'environnement que cela va comporter. Nous sommes organisés avec 2 sites en France, l'usine de production qui est à Quimper et qui comporte le projet exosquelette que je vais vous détailler, et notre plateforme logistique d'expédition des produits finis qui est située 1 heure plus au nord sur l'Andivision. En tout, nous avons 550 salariés sur le Finistère et nous produisons environ 6000 tonnes par an. Revenons maintenant en 2021, lorsqu'on a initié notre premier projet exosquelette chez Mère Alliance. Donc c'était sur le site de Quimper, comme je vous l'ai dit, et dans l'atelier des Enclos. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Il faut situer que notre activité sur le site, c'est le filetage, le tranchage et le conditionnement de tranches de poissons fumés. Et l'atelier des encours vient entre le filetage et le tranchage pour mettre à disposition des équipes de tranchage les produits sur les lignes. Donc nos équipes en fait se retrouvent avec des chariots pleins de grilles sur lesquelles les filets de poissons sont posés et donc doivent sortir les chariots pleins des frigos, prendre les grilles sur les chariots, casser les grilles donc dans les contenants métalliques, décoller les filets des grilles et puis organiser, ranger les filets dans le fond des contenants métalliques. Vous pouvez le voir sur les photos, ce sont différentes sollicitations, à la fois des épaules, par la manipulation des grilles et le geste répétitif, mais aussi du dos, notamment au moment du rangement. Donc en 2021, le manager de l'atelier me consulte et me dit « Justine, j'ai vu à la télé des entreprises qui mettent en place des projets exosquelettes, j'aimerais soulager le dos de mon équipe, est-ce qu'on peut faire ça ?» Oui, peut-être. À ce moment-là, on ne connaissait pas grand-chose sur le sujet dans les équipes en interne, donc on s'est renseigné. La première fois qu'il nous a sollicité, on a dit non, on n'y va pas. On n'a pas été assez loin sur l'ergonomie en interne, on va avancer et en attendant, on cherche aussi du retour d'expérience. Puis quelques mois plus tard, il revient à la charge et ressollicite. À ce moment-là, il tombe plutôt bien en termes de timing parce que je revenais d'une conférence sur Rennes sur le sujet des exosquelettes et donc je lui dis ok, on y va, on a avancé sur la partie ergonomie en amont, mais par contre on va suivre une méthodologie très précise et on va prendre le temps. Donc c'est là où vous retrouvez notre chronologie. Ça nous a pris 18 mois pour intégrer 2 exosquelettes. 6 premiers mois qui nous ont permis de refinaliser notre étude, donc PRAP, donc prévention des risques liés à l'activité physique en interne, et de mettre en place nos actions de prévention primaire.
Les 6 mois suivants, on a confirmé ces actions-là et composé un cahier des charges d'exosquelette avec un cabinet qui nous a assistés. On a aussi fait notre présélection et nos tests d'exosquelette et pu prendre la décision d'achat. Et puis ensuite, on a eu un gros mois pour la partie intégration, intégrant la formation, le rangement, le nettoyage. Et puis 5 mois d'évaluation et suivi, et on suit encore, bien évidemment, les résultats de ce projet. Pour reprendre la chronologie dans le détail, donc sur la première phase de 6 premiers mois, ça a été le lancement du projet. Alors, le lancement du projet, ça a d'abord été de constituer un groupe de travail qui a été piloté par le manager de l'atelier et moi-même, et dans lequel des opérateurs de l'atelier des encours ont participé. Ça a été important de les mettre directement avec nous autour de la table. D'abord parce que le projet était assez novateur. Ensuite, on ne savait pas ce que ça allait donner. Est-ce qu'on allait intégrer ou pas un ou des exosquelettes. On ne savait pas si on trouverait la solution à notre thématique sur le marché. Et ensuite, c'était aussi important pour l'acceptation dans l'équipe que tous soient impliqués. On en a aussi profité pour communiquer à toutes les équipes sur le site pour s'assurer que chacun dans tous les ateliers autour ait compris ce qui allait se passer et qu'on entendrait parler d'exosquelettes sur le site, mais que ce n'était pas une fin en soi et qu'on n'avait peut-être pas d'exosquelettes au bout du projet. Donc ça, c'était la phase constitution groupe de travail. Ce groupe de travail a d'abord mis en place des actions de prévention primaire. Donc on a renforcé la polyvalence au poste, avec une rotation toutes les 2 heures dès que cette tâche de cassage dans les contenants métalliques est réalisée. On a mis à disposition un transpalette haute levée pour pouvoir mettre à niveau le fond des contenants. Et on a mis en place des grilles intermédiaires dans les contenants en fonction de la taille des lots, donc pour les plus petits lots, pour pouvoir élever encore le fond. Une fois qu'on a fait ça, on s'est fait accompagner donc par un cabinet en ergonomie qui a confirmé nos actions de prévention primaire et nous a même poussé, en nous challengeant encore, à utiliser systématiquement les grilles pour surélever les fonds. C'est-à-dire qu'on utilisait plus de contenants, mais les fonds étaient systématiquement rehaussés. À partir de là, ça a confirmé notre évaluation PRAP interne et on a aussi eu notre cahier des charges exosquelette. Donc là, on reprenait tous nos critères d'environnement, de la tâche, de la charge qu'il y avait à manipuler. Et on a eu 6 propositions. Donc 6 intégrateurs et 6 fabricants différents, 6 modèles. On en a testé 2 parmi les 6. Les 2, on les a choisis à la fois par rapport à un retour qu'on avait eu au téléphone avec les contacts qu'on avait et aussi sur le délai de réponse qu'il y a eu. Ça s'est réellement fait comme ça. Les 2 exosquelettes que l'on a testés, on les a testés tous les 2 sur une période de 15 jours chacun, pour permettre à tous les opérateurs qui étaient concernés de pouvoir avoir un moment pour l'essayer, et aussi pour pouvoir voir ce que ça donnait sur un temps plus long dans nos ateliers et percevoir tous les effets de report éventuels qu'il y aurait pu avoir, mais aussi toutes les contraintes dans notre environnement. Il ne faut pas oublier qu'on est en agroalimentaire, donc dans l'humidité, le froid, avec un produit qui est relativement gras, et donc on a des tenues et des EPI sur nous qui peuvent être aussi une contrainte avec l'exosquelette. Au bout du test, on a sélectionné un des 2 exosquelettes qui donnait satisfaction, ne semblait pas présenter d'effet de report au moment des tests, et donc on a décidé de l'acheter. Pour la petite histoire, on a acheté celui qu'on ne pensait pas acheter quand on a lancé les tests. Comme quoi, c'était important de tester. Et une fois que nos exosquelettes, donc nos 2 unités de l'exosquelette sont arrivées, on est entré dans une phase d'intégration. Donc là, le fournisseur intégrateur nous a accompagnés sur une partie de formation pour tous les opérateurs concernés. Et on a aussi formalisé tous les réglages, le rangement, le nettoyage et toutes les modalités pratiques de l'utilisation dans des fiches
internes d'utilisation et donc d'intervention spécifique, comme on les appelle. Est venue aussi une phase d'évaluation et de suivi grâce au cabinet d'ergonomie. Donc là, ce sont des capteurs d'effort en fait, qui ont permis de faire ces mesures-là. Donc on positionne des capteurs sur l'opérateur avec et sans exosquelette pour mesurer l'effort avec et sans, et donc voir si l'exosquelette a un impact positif ou négatif pour l'effort pour la personne. Il se trouve qu'on a eu, et c'est les pastilles vertes que vous avez à l'écran, des effets positifs sur les épaules. Ça tombait bien, c'était là où on avait choisi d'impacter avec l'exosquelette, et pas d'effet de report sur les lombaires. À notre grande surprise même, on s'est rendu compte que certains opérateurs qui avaient participé aux mesures avaient même redressé leur dos et donc soulagé leur lombaire en soulageant leurs épaules, juste du fait de porter l'exosquelette comme un sac. Alors la mesure de l'effort, je vous l'ai dit, en fait, c'est mesuré grâce à des capteurs et donc c'est exprimé en points en fonction d'une tâche. Donc par exemple, dans cette échelle-là, serrer une main, c'est un effort léger qui tombe à 15 points et puis soulever un frigo à 80 points, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on ne passe pas de 80 à 15 dans notre thématique exosquelette, mais quand on perd 6 points d'effort, ce qui était globalement notre cas en moyenne, c'est déjà considérable. On a aussi vu que l'exosquelette avait des effets différents en fonction des opérateurs. Pour les 4 opérateurs qui ont participé à cette étude-là, 3 avaient des effets positifs avec l'exosquelette et 1 avait un effet un peu négatif à la hausse. Pourquoi ? C'était l'importance des réglages. Il se trouve que c'est un opérateur qui, le jour des mesures, s'est dit « Ok, moi j'en fais qu'à ma tête, je vais le régler à fond parce que c'est comme ça que je me sens mieux et j'y vais. » Et au final, il a créé lui-même des effets négatifs sur ses épaules. Donc ça nous a permis en fait les résultats des mesures de les corriger, d'abord pour lui, mais aussi pour pouvoir sensibiliser tous les autres utilisateurs à ne pas générer d'effet de repos. Un autre effet, ça a été de mesurer selon les activités. On voit que sur toutes les activités qui ont été mesurées, on a un effet positif de l'exosquelette, mais là où on ne pensait pas que l'exosquelette apporterait le plus, c'est-à-dire sur le déplacement, c'est là où on a perdu 16 points d'effort. Pourquoi ? Tout simplement parce que se déplacer avec le chariot, une fois qu'on est redressé par l'exosquelette, on pousse mieux et donc l'effort est réduit. Donc ça aussi, c'était important de l'avoir parce que ça a été les effets surprises positifs de ce modèle d'exosquelette. Bien évidemment, notre analyse, elle a aussi été accompagnée d'un questionnaire, donc avec des données plus subjectives, de manière à recueillir aussi des verbatims et l'avis précis des opérateurs. Donc là, il n'y avait aussi que des avis positifs. Les apprentissages de notre projet, qui était le premier, c'était d'abord tout ce qui a pu fonctionner. Donc l'implication de l'équipe, qui a permis à la fois d'avoir une bonne communication et une bonne participation, mais surtout une excellente acceptation de l'outil dans l'équipe. Et puis la période d'intégration, donc toute la création des protocoles d'utilisation, des outils de suivi, etc. À améliorer, on s'est dit, ok, si on doit avoir un nouveau projet, le formalisme des réglages, ce sera quelque chose qu'il va falloir qu'on améliore. Et bien oui, parce que, comme on l'a vu quand on a fait les mesures, notre 4e opérateur avait décidé lui-même de bouger les réglages le jour des mesures, et ça c'est lui. Donc ça a été pour les projets suivants, et même pour recadrer ce projet-là, de faire des tableaux très précis avec les réglages par utilisateur, et donc ils savent avec quel réglage ils doivent utiliser l'appareil. Ensuite, ça a été aussi la formation après l'intégration, donc pour les nouveaux arrivants. Quand on a des nouveaux collaborateurs qui n'ont pas participé au projet initial, comment est-ce qu'on les forme à l'utilisation et comment est-ce qu'on leur fait accepter plus facilement l'outil. Donc là, ça a été aussi de changer un peu nos pratiques et de pouvoir directement former
nos nouveaux arrivants avec l'exosquelette sur le poste. Et puis bien évidemment, suivre à l'usage pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive, que ce soit toujours bien rangé, bien nettoyé. Ça, c'est le fonctionnement de tout projet en entreprise. Depuis, on a équipé 4 nouveaux postes avec le même exosquelette. Donc, on est arrivé à 6 exosquelettes sur le site de Quimper. On a un autre modèle d'exosquelette sur le site de Landivisiau, plutôt pour le dos, pour nos préparateurs de commandes. On a toujours suivi la même méthodologie et récemment sur un des autres sites du groupe Thai Union, donc sur les établissements Paul Collet à Douarnenez, on a fait un essai exosquelette pour la manipulation de sacs de légumes et là l'essai a été non concluant parce que l'exosquelette a créé des effets de report directement sur les opérateurs qui y ont participé et a aussi été identifié comme un danger dans l'environnement parce qu'on peut se cogner ou s'accrocher dans des appareils en fait et dans des outils dans notre environnement. Donc on est en recherche d'un nouveau modèle d'exosquelette pour ce projet. Pour finir, donc les recommandations, ce que je pense qu'il faut tenir en fait pour l'intégration d'un exosquelette, vraiment être vigilant à la communication et à prendre le temps de dérouler le projet. Il n'y a pas d'autre solution que de prendre le temps et d'impliquer. Mesurer l'impact, effectivement, être sûr de ne pas générer d'effets de report et de risques supplémentaires, et puis suivre dans le temps. Donc ce qui va de soi, c'est donc qu'il faut éviter de définir la solution immédiatement, ça ne marche pas à tous les coups, et on l'a vu, entre le site de Quimper et le site de Douarnenez, et on n'impose pas non plus la solution. Si les salariés ne sont pas impliqués et n'ont pas accepté la solution, ils ne vont pas le porter. Donc c'est vraiment ce travail de pédagogie autour du projet qu'il était aussi important de mener. Merci, Justine, pour ce retour d'expérience très intéressant. Alors on peut le voir effectivement, dans vos entreprises, vous avez différentes problématiques, ou projets et puis, des actions de prévention que vous pouvez, mener, qui touchent à la fois effectivement l'humain à travers notamment, le maintien dans l'emploi, la gestion des parcours, la formation, les compétences. On a également, d'autres champs d'intervention et de mesures de prévention qui vont toucher l'organisation du travail, notamment avec, les différentes typologies, de management, les procédures, les modes opératoires, où effectivement la gestion des effectifs, les horaires, les rythmes de travail. On a également un autre champ, d'actions de prévention qui vont toucher l'organisation de la santé et sécurité au travail avec, l'analyse de vos accidents du travail, maladies professionnelles. Le fonctionnement et l'implication donc de vos instances représentatives du personnel, ce que vous pouvez mener en termes d'évaluation des risques et puis un pilotage ou un fonctionnement en mode projet avec des politiques plus globales ou des orientations, d'entreprise. Et enfin, on a effectivement, le champ, donc du technique avec, tout ce qui va toucher la conception de vos locaux, les ambiances physiques de travail, les matières premières, la conception de produits et l'équipement de travail, donc dont fait partie effectivement l'exosquelette, mais parmi bien, vous le voyez bien, un panel d'actions de prévention bien plus riche et global que vous pouvez déjà mener, dans vos entreprises. Et toutes ces actions, ben, elles ne sont pas du même registre et c'est plutôt très bien. Et donc, il convient effectivement, de les mettre en place au regard des principes, généraux de prévention. En revanche, toutes ces actions effectivement, ne font pas une démarche, hein, puisque parfois on peut avoir des actions, notamment je pense plus aux techniques sur des actions, ponctuelles, et ça demande effectivement la structuration, d'une démarche de prévention, dans votre entreprise qui garantit effectivement une autonomie et la pérennité
pérennité effectivement, des solutions qui vont être mises en place. Et donc, bien sûr, vous l'aurez compris, l'exosquelette, eh bien, une solution, mais parmi, tant d'autres, qui convient effectivement, d'évaluer, attentivement avant la mise en place pour ne pas générer, comme l'a dit Justine, d'autres risques et vous l'avez vu, effectivement, le choix d'un exosquelette, bah, n'est pas forcément déployé sur d'autres sites. En tout cas, voilà, une évaluation sérieuse qui a permis effectivement de pouvoir éviter, l'intégration d'un exosquelette qui pouvait être délétère pour la santé. Alors, juste pour effectivement vous un petit peu vous décrire, on a des subventions donc qui sont, spécifiques pour prévenir les risques de TMS. Ça, c'est important, les subventions prévention pour les risques, entre guillemets «ergonomiques». C'est ce que vous pouvez retrouver sur le site de la CARSAT ou tous les éléments qu'on vous mettra en lien dans le chat. On a possibilité effectivement de financer des formations qui sont, référencées par le réseau assurance maladie risque professionnel, INRS. Possibilité de financer un diagnostic ergonomique des situations de travail à hauteur de 70 du coût effectivement de la prestation. Des équipements de travail adaptés donc, sur une liste plus fermée en fait, de l'assurance maladie que vous pouvez aussi retrouver sur notre site. Des actions de sensibilisation à la prévention des TMS et des aménagements de postes de travail, là, ce qui touche plus principalement sur le maintien de l'emploi avec un certificat du médecin du travail. Vous verrez toutes ces conditions d'attribution, le lien accessible dans le chat et également, dans le document, qui sera accessible. À votre disposition pour, ces subventions, un guide interactif pour faciliter l'accès donc à ces subventions, les points clés de chaque dispositif, un process étape par étape, les documents à télécharger et toute la procédure pour, permettre effectivement de pouvoir déposer votre demande, en ligne via votre compte, Net Entreprise. On a effectivement aussi les informations, financer des actions de prévention sur notre site avec effectivement le guide simplifié qui vous sera mis également en lien dans le chat. Alors à noter pour vous aider dans la diagnostic, parce qu'on l'a vu, ce qui est très important, c'est de mener d'abord, une évaluation, de ses besoins et caractériser le besoin d'assistance au regard d'une situation de travail précise et pour ça, ça veut dire effectivement analyser l'activité de travail finement. Vous avez un collectif de cabinets conseils en ergonomie référencé par la CARSAT Bretagne, qui peut effectivement vous aider, dans la caractérisation de ce besoin. Donc le collectif Ergo Réseau, accessible également, donc à travers ce document et sur notre, site CARSAT et le lien effectivement qu'on doit vous mettre aussi, dans le chat. Donc un peu moins d'une vingtaine, de cabinets conseils référencés pour la CARSAT, pour la Bretagne en tout cas, intervenants, en ergonomie. Et pour en savoir plus, bien sûr, vous avez accès, à, la page de l'INRS consacrée aux exosquelettes sur ce qu'il faut retenir, et puis également les conseils, dispositifs et ressources de la CARSAT Bretagne pour l'agroalimentaire. À retenir vraiment, je vous conseille vivement de consulter, le D, 6315 acquisition et intégration d'un exosquelette en entreprise, le guide pour les préventeurs, qui vous permet de suivre pas à pas une étape, d'intégration qui vous permettra effectivement, plus facilement de pouvoir échanger aussi avec des fournisseurs, de matériel. Voilà, est-ce que maintenant c'est le temps des questions et des échanges? Donc, je vous laisse, Et oui, je reviens. Alors oui, effectivement, vous avez posé quelques questions. Alors il y en a une première de Thierry. Avec une utilisation quotidienne, y a-t-il un risque de perte de la force musculaire? alors, là, je ne sais pas si, Justine a quelque chose à dire sur cette question-là. Moi, je sais que, pour faire un retour d'expérience d'entreprise, par exemple pour un déchargement de semis, je sais que les enseignes effectivement de mobilier, par exemple, utilisent des ceintures, mais de manière très, très, ponctuelle et sur un temps, défini. Donc j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, ça peut avoir un impact sur la santé. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire d'encadrer, le test et l'utilisation au long cours, de ce type de dispositif qui est un dispositif individuel par le médecin du travail.
Alors, une question de Stéphanie. Est-ce qu'il y a des métiers pour lesquels il y a une utilisation depuis plusieurs années avec un retour positif? Exemple en métier logistique. Nous, sur Meralliance, on a aussi déployé un exosquelette pour le dos sur nos métiers logistiques en préparation de commandes et pour des caristes sur le site de l'Andivisio. Ça a aussi bien soulagé dans les tâches en fait de picking. Voilà. Je voulais juste peut-être rajouter quelque chose sur une utilisation long terme. En fait, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience comme ça sur le long terme. Donc, si jamais effectivement dans vos entreprises, vous avez pu tester sur le long terme et vous avez un retour d'expérience à 5, 6 ans, et ben, à la limite, merci de vous faire connaître. Ça nous permettra d'avoir effectivement, des retours d'expérience à mettre à disposition, et peut-être même une mise en relation avec d'autres entreprises, qui leur permettrait aussi de bénéficier de votre expérience et de gagner du temps comme Justine l'a fait là, à l'instant. Alors, une question de Dimitri. Qui vous a conseillé les exosquelettes? Alors, les 6 exosquelettes qui avaient été proposés avec notre cahier des charges, du coup, ont été proposés par le cabinet d'ergonomie qui nous a accompagnés. Donc, pour ne pas les citer sur ce projet-là, c'était Motel. Alors, une question de Nadine. Qui fait les mesures des points d'effort? Un ergonome? Alors, dans le cas précis du sujet Mère Alliance, oui, c'était l'ergonome. Et donc, ça a été réalisé avec des capteurs et une technologie qui a été développée par le cabinet d'ergonomie qui nous a accompagnés. Très bien, donc vous avez répondu à la question suivante. Une question de Justine cette fois. Auriez-vous un exosquelette à nous recommander pour les hôtesses de caisse afin de soulager les coudes, les épaules et les poignets? Merci. Alors, là, je me permets de prendre la parole. Je dirais qu'avant, et ça fait référence à tout ce qu'on s'est dit sur la démarche de prévention, avant d'envisager effectivement l'exosquelette, il apparaît quand même nécessaire de voir si au niveau de l'aménagement des caisses, il n'y a pas des choses, qui sont un peu plus, peut-être cohérentes et éviter les amplitudes, articulaires. On sait qu'effectivement, il y a la répétitivité de la gestuelle, mais il y a eu beaucoup d'actions dans la grande distribution déjà de réaliser pour éviter effectivement, le port de charge ou en tout cas, permettre de faire glisser plus facilement les produits ou d'implanter effectivement, l'impression des tickets ou autre. Hem, de manière plus adaptée, pour les salariés, pour éviter le port d'un exosquelette et si effectivement, c'est nécessaire de l'envisager et ben, ça veut dire avec l'appui du médecin du travail qui va véritablement, évaluer avec la personne, ben, en fonction de son état de santé, ce qu'il est nécessaire de mettre en place, hein. Donc non, je n'ai pas de typologie d'exosquelette, précis à conseiller, pour effectivement, les hôtesses de caisse. On a une liste, de fournisseurs ou de concepteurs, mais principalement si effectivement le fournisseur, fait bien son travail, il doit venir sur la enfin vous voir, constater, l'activité de travail et voir, effectivement, quelle typologie d'exosquelette répond mieux à vos besoins. Alors, une question de Morgane. Quelle assistance et comment fonctionne l'exosquelette présenté dans l'exemple? Alors, cet exosquelette-là, il fournit une assistance notamment pour l'effort sur les épaules. Donc, on peut soulager jusqu'à 4 kg par épaule. Et c'est une lame en carbone en fait qui est plus ou moins tendue et qui restitue l'effort. C'est un exosquelette passif. Alors, alors là, une question de Gwendal. Peut-on quantifier en termes de pourcentage le soulagement de la pénibilité au poste de travail grâce à l'utilisation des exosquelettes? On ne peut pas le faire comme ça dans l'absolu.
Comme on le disait, il répond à vraiment une tâche, une situation de travail. C'est-à-dire que, par exemple, si on change la masse, le positionnement de la masse, si effectivement vous avez un enchaînement de plusieurs postures, vous n'aurez pas le même, ressenti ou la même objectivation. C'est pour ça que, là, Moten effectivement a utilisé, des capteurs par exemple, pour mesurer l'avant-après, mais cet avant-après, il s'est fait par rapport à une situation de travail très précise et un besoin précis. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre dans l'absolu. On a des études de l'INRS accessibles sur effectivement, leur page. N'hésitez pas à consulter, mais il y a consensus, on peut le voir sur effectivement le mouvement des épaules et sur, effectivement, les lombaires, sur le ressenti, hein, le soulagement pour le salarié, mais qui va varier en pourcentage sur effectivement, véritablement la situation de travail, la conception de la situation de travail et la masse qui va être manipulée. Alors, une question de alors, peut-on considérer qu'avec l'exosquelette en exemple, un objet de 20 kilos ne représente plus que 12 kilos pour le corps? 20 moins 4 moins 4. Je ne pense pas. Je m'avance peut-être, mais je n'irai pas à dire ça. C'est vraiment aussi en fonction du réglage et donc de l'opérateur qui va l'utiliser. Parce qu'il ne faut pas non plus que 4 kilos d'assistance sur un bras crée 4 kilos de danger quand on rebaisse le bras. Donc non, non, mais ça peut soulager et avoir un effort limité pour l'opérateur. Mais la charge fera toujours 20 kilos. Alors là, une dernière question. Alors, une question de Nadine. Mon personnel pressenti au port d'exosquelette a plus de 30 ans d'ancienneté. Devons-nous réaliser les tests avec des nouveaux et ou des anciens? Je ne sais pas si Justine a quelque chose à dire sur cette question-là. Moi, je la trouve intéressante. Oui, j'utiliserai effectivement, enfin, je réaliserai des tests sur ces 2 catégories de personnes. Et ce que je peux trouver intéressant, c'est justement le partage, d'expériences sur, les gestuels, sur la façon de travailler entre une expérimentée et un novice, par exemple. Mais je pense qu'effectivement, c'est bien de pouvoir le tester sur les 2 catégories, de personnel, hommes, femmes, novices, ou experts. Ça me semble être intéressant. Alors, une dernière question, plus sur les subventions, parce que je vois qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'une prise en charge, subvention par la CARSAT est possible dans le cadre de l'achat d'un exosquelette? Eh bien non. Alors pourquoi? Alors oui et non, je dirais parce que, non comme ça dans l'absolu, dans le sens où il s'agit d'un dispositif individuel. Vous l'aurez compris, nous ce qu'on essaie de financer, c'est des mesures de prévention collective. On a mis l'accent là pendant ce webinaire, sur la nécessité de mettre en place une démarche de prévention et des mesures, des actions, de plusieurs ordres, techniques, organisationnelles, humaines, et donc très globales. Et donc on ne finance pas de dispositifs individuels qui vont demander dans tous les cas un suivi médical. En revanche, il existe effectivement dans le FIPU une subvention possible au titre du maintien dans l'emploi. Ça veut dire que, avec un certificat du médecin du travail, mais dans tous les cas, comme on le disait, principes généraux de prévention, le réflexe, c'est déjà de supprimer les manutentions, d'aménager la situation de travail pour permettre à la personne de travailler sans un dispositif individuel. Et si vraiment effectivement, comme on l'a dit, sur tous les projets d'intégration, ben, on est sur une mesure plutôt par défaut, bah, il convient effectivement d'assurer un suivi médical, du début jusqu'à la fin. Allez, une dernière question de Thierry. Chez Mère Alliance, quel était le poids d'une grille avec des poissons? Alors, les grilles, elles font entre 6 et 8 kilos. Merci. Donc, le webinaire touche à sa fin. Je remercie Christine et Justine pour cette présentation.
ainsi que Louise, notre modératrice en coulisses. Pour toute demande particulière, vous pouvez contacter la CARSAT Bretagne grâce au formulaire de contact à retrouver sur notre site internet. Et s'il vous reste des questions, vous pouvez consulter la FAQ de l'INRS dédiée aux exosquelettes. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et a répondu à vos questions. Pour le savoir et pour nous améliorer, merci de compléter le questionnaire de satisfaction. Et vous recevrez rapidement le lien du replay du webinaire ainsi que le support de présentation. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.